cimetière des Rois. C'est donc organisé par les Éditions des Sables dont je suis dont j'ai le plaisir d'être la directrice. Alors, nous reprenons ces balades littéraires du cimetière des Rois que nous avions organisées, imaginées, créées, organisées avec Guillaume Chenevière, qui est en face de moi, que tout le monde connaît bien sûr, qui porte les couleurs de l'Ukraine. À ce propos, nous allons dédier cette balade à l'Ukraine. Alors, je vais vous présenter mes auteurs, j'en ai beaucoup, hein, j'en ai plus de 70, mais les auteurs aujourd'hui qui vont lire. Alors, il y a Eliane Vernet ici en vert, tourne-toi peut-être Lausanne. Vincent Gillot, là, vous levez la main, vous faites un geste pour qu'on vous voit. Jean-Daniel Robert, Jean-Luc Fornelli, Alexandre Gaillard, fais un geste. Olivier Détois, Marie-Josée Astre. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Marielle Budrich, j'ai déjà dit, oui. Non. Mais elle n'est pas là. Et puis en plus, je suis là. Viens ici. Qui notamment a écrit dans le collectif Mai 68. Mort en 1846. Il est enterré ici, mais à l'époque, on n'avait pas songé à noter les célébrités, etc. Sa famille n'a pas renouvelé la concession, et donc la tombe a disparu. Et je pense que cette extrême discrétion ne déplairait pas à Topfer. Là, je l'aime, je l'estime, et je n'entends pas plaisanter en disant ainsi. Il lui manque, c'est vrai, de la noblesse, mais aussi point d'orgueil, point de faux, nulle envie d'être regardé. Et ceci m'a même fâché quelquefois. Je m'étonnais désagréablement d'être le seul des deux qui trouva du charme à regarder l'autre. En y réfléchissant mieux, j'ai reconnu que l'avantage est tout du côté de mon confrère. Regarder autrui, c'est être sensible au regard. C'est le premier et le dernier degré de la vanité. Or, l'âne n'en a point, je l'ai dit, au milieu d'une place remplie de monde, de lui nul ne se soucie, mais aussi nul ne lui importe. Approchez-vous, vous le verrez regarder une borne, vaquer à sa feuille de chou, écouter des bruits curieux, humer le vent qui passe. Jamais s'enquérir si cela vous plaît ou vous déplaît, s'il en est mieux ou plus mal jugé par vous, et si, faisant autrement, il lui en reviendrait plus de louanges. Libre, en dépit de l'homme son maître, en dépit de la destinée sa marâtre, patient au mal, ne boudant jamais sa fortune, c'est un vrai philosophe. Non pas de Dostoïevski, bien sûr, mais d'un petit morceau de la chair de Dostoïevski, son premier enfant, qui est mort ici à Genève, et qui s'appelle, comme vous voyez, Sophie. Alors, face à l'horrible guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, il y a beaucoup de gens qui veulent boycotter la culture russe. C'est évidemment pas du tout notre idée. Il faut s'incliner devant l'immense Fedor Dostoïevski. Et il avait à peine épousé Anna Grigorievna Snitket quand le couple a dû quitter la Russie précipitamment pour échapper aux créanciers. Il passe par l'Allemagne, il arrive à Genève en août et il y séjournera jusqu'en mai 1868, donc presque une année, quand malheureusement la petite Sophie, que les parents appellent Sonia, qui est née le 22 février, meurt subitement le 12 mai. Et cette tragédie va évidemment pousser les parents à fuir Genève. Il faut dire que de toute façon, leur séjour dans ce qu'ils appellent la sombre cité protestante n'a pas été heureux. Ils ont été frappés par la rudesse du climat d'abord, par la laideur des monuments ensuite, et par l'ivrognerie des Genevois. Il faut dire quand même qu'ils habitaient rue Winkelried, donc pratiquement à la rue des Études. Donc ce n'était pas le quartier le plus sage de Genève. Voilà. En plus de ça, Dostoïevski ne se conduit pas très bien. Non seulement il a des crises d'épilepsie en permanence, mais dès qu'il a 4 sous reçus de Moscou, il court les jouer au casino de Saxon, il les perd tous et il revient grelottant de froid, ayant dû gager son manteau, enfin bref, tout ce séjour genevois n'est pas très heureux, mais Dostoïevski y écrit un magnifique livre qui est L'Idiot, et dans L'Idiot, il y a plein de passages helvétiques, je vais vous en lire un. Quand on m'a fait quitter la Russie,
nous sommes passés par plusieurs villes allemandes. Et je regardais autour de moi en silence, sans jamais poser aucune question, et je ressentais une tristesse insupportable. Tout m'était étranger. D'une étrangeté qui m'écrasait littéralement. Et je ne suis sorti de mon abattement qu'en arrivant en Suisse. À Bâle, j'ai entendu braire un âne sur la place du marché. Et cet âne m'a extraordinairement frappé. Il m'a fait, je ne sais pas pourquoi, un plaisir extrême. On dirait vraiment qu'il a lu Top Faire. Grâce à lui, d'un seul coup, tout s'est éclairci dans ma tête, et depuis ce moment, j'ai une très vive sympathie pour les ânes. Ils ont pour moi un attrait particulier. J'en avais jamais rencontré jusqu'alors. Je me suis renseigné à leur sujet. Ce sont des créatures utiles, laborieuses, robustes, patientes, endurantes, économes. À travers les ânes, la Suisse entière m'est devenue sympathique. Laisse-moi ici. Tu n'as pas voulu entrer comme un roi, profiter de ma pauvre cour. Trop pauvre pour toi, sûrement. Laisse-moi ici. Le temps va venir ruiner la maison. Les petits pages qui jouaient au ballon vont vieillir, tu verras. Le petit amour que tu n'as jamais vu restera seul dans le grand dortoir, puisque personne ne le prendra pour l'emmener quelque part en vacances, très loin, au royaume de France, là-bas où tout le monde est heureux. Laisse-moi ici, je m'occuperai bien de lui, je lui ferai balayer la cour. Il faut faire travailler les bâtards, les paresseux. Le soir, dans la cuisine, il va s'endormir et moi, je vais partir, le laisser derrière moi. Quelqu'un viendra bien un jour faire le tour des orphelinats, apporter des oranges. L'anonyme est celle de Ludwig Hohl, né en 1904, mort en 1980, et c'est un homme qui est à la fois philosophe et poète. C'est l'un des plus grands stylistes allemands du XXe siècle, mais il est méconnu, se situe résolument hors des sentiers battus. Il est né en Suisse alémanique, il a vécu à La Haye, à Paris, à Vienne, mais pour finir principalement à Genève, où il s'est installé en 1937. Il a toujours eu des conditions matérielles épouvantables, et quand je l'ai connu dans les années 60, il vivait littéralement comme un rat dans la cave d'un immeuble du boulevard Karl Vogt. C'était un personnage saisissant, aux fulgurances inoubliables. Une nuit, au bourg de Four, il tire en l'air des coups de pistolet. Alors, naturellement, les gendarmes viennent l'arrêter, et il leur dit triomphant: « Je visais Dieu et je crois que je l'ai atteint à l'œil gauche. » Il citait très souvent Karl Kraus et il disait, attention, il faut écrire chaque fois comme si c'était la première et la dernière fois qu'on écrivait. Alors je lis un petit texte dans le même sens à peu près, performance, courage. C'est extrêmement difficile. Et qu'espérais-tu d'autre? Il était tout simplement impossible de faire preuve de courage et de vraie force ailleurs que dans la nuit profonde, quand tu es abandonné par tous. Si tu es entraîné, poussé, véhiculé, appâté, inféodé, payé, comment veux-tu faire preuve de force et de courage? Si tu empruntes en passager un bateau qui file à toute vapeur pour descendre le fleuve et gagner le large, quand bien même tu te sentirais du courage, comment pourrais-tu le prouver? Un mot de Napoléon commenté par Gide. Le vrai courage, c'est celui de 3 heures du matin. Ce qui veut dire, chaque fois qu'on a fait preuve de vrai courage et de vraie force, c'était extrêmement difficile. Et c'est maintenant, on va écouter Vincent Gilliot.
et les pieds cloués au sol, les yeux fixés sur les rayons au-dessus de moi, écrasé, accablé par le génie, submergé par les siècles d'écriture, je ne pouvais que dévisager niaisement la bibliothèque en murmurant ces noms étranges. Maine de Guiran, Villiers de l'Isle-Adam, Rob Grillet, Ludwig Roll. Comme si je me livrais à une incantation dérisoire à la culture, un rite superstitieux, avec l'espoir méprisable de m'en imprégner par contact physique, matériel. Je me mets à toucher la tranche de certains livres, parcourir la 4e de couverture d'un classique que je ne lirai jamais, chercher l'inspiration, la naissance d'un désir profond. Surtout ridicule dans cette attitude futile de l'enfant impatient, c'est la volonté d'avoir déjà lu, d'obtenir le résultat sans produire l'effort. C'est le caprice à l'âge adulte. Mais l'admiration authentique, aussi l'humilité zélée, démesurée, qui émascule, ce sont des géants juchés sur mes épaules, en vérité. Découragé, maintenu au sol, seul devant le monument vertigineux, je vacille. Englué dans une paresse cultivée depuis des années, je ne suis pas le lecteur que je pensais être, je n'ai pas le temps, je m'épuise. Ma vitalité gaspillée, purgée comme un fluide indésirable, je me fais aspirer. Je finirai desséché, lyophilisé, dans cette lutte déloyale contre l'histoire, contre ces innombrables écrivains rassemblés jusque-là, juste là, qui m'attendent au tournant. C'est un gouffre abyssal, impitoyable, que ces milliers de volumes en format poche, classés alphabétiquement, en rang devant moi, prêts à en découdre, en fait, au garde à vous. Et des quantités d'autres livres, encore plus denses, avec du papier Bible. Ce sont près de 2000 pages de petits caractères que chacun peut contenir, quelques centimètres cubes ramassant des dizaines d'heures de lecture, happant l'attention avec voracité, exigeant l'investissement total, unilatéral de l'imagination, la mise à l'arrêt du corps, qui doit végéter là, branché à ces feuilles de papier, égoïste, avide. Je ne suis même plus un lecteur d'ailleurs, bien souvent hésitant, marmonnant des syllabes inaudibles, insensées, l'envie d'utiliser une expression sans être sûr que ce soit la bonne, marmonnant jusqu'à la névrose, délié de toute certitude, sans filet, sans mémoire non plus, je suis un illettré, je deviens muet, handicapé pour de bon, existant à peine ici, les pulsations cardiaques sur le déclin. Je vais repousser encore, je vais attendre, je repose le volume que j'ai dans la main et je m'en vais. Mon vieux camarade Michel, il était né, comme vous le voyez ici, en 1933, mort en 2013, peintre, auteur dramatique, comédien, comme il n'est pas dit ici, scénariste, poète, et comme Ludwig Roll, c'est un homme qui a souvent vécu en marge de la société. Il lui arrivait de disparaître pendant de longues périodes et il en ramenait des récits héroïques, pas forcément factuels. Mais l'essentiel demeure sa belle écriture, ses dialogues qui sonnent vrais et son expression poétique toujours juste. Il a eu souvent un grand succès, également sur le plan international. Il est le scénariste de L'Invitation, film primé à Cannes. Plusieurs de ses pièces ont été jouées à Paris, dans de grands festivals. Mais ce contestataire lâche, comme il se définit lui-même, a été capable de choquer vraiment. Sa pièce Docteur Helvétius a été interdite par les autorités vaudoises. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce genre. Et sa dramatique, Le Bunker, au dernier moment, TF1 ne voulait plus la diffuser. Et il a fallu que je cours vite me précipiter à Paris, en tant que responsable de la TV, pour dire aux téléspectateurs français, ça a passé en Suisse et ça n'a pas créé la révolution. Alors, c'est dommage. Alors, je lis un petit texte qui rappelle un petit peu un des textes qu'on a entendu de Régine Joie tout à l'heure. Ma mère, juste à la fin de la guerre, avec son grand chapeau, ses talons liège, attendant au bord de la route. J'avais 12 ans. Une auto s'est arrêtée. Ma mère est montée à côté du conducteur. Je ne l'ai plus revue.
Car cette vieille femme qui tricote, c'est pas ma mère. Ma mère, elle était très belle. Elle avait mon âge. Mon âge, c'est bien la femme. Elle regardait les hommes et elle m'aurait regardé maintenant avec mes premiers cheveux gris. Elle serait montée dans mon auto, laissant son fils sur la route. C'est bien là. Alors, qui est-ce qui va enchaîner? C'est Alexandre. Choses et d'autres encore. Raconter des histoires, des déclics de l'existence et des moments de vie. Une ou deux réflexions sur la nature, comme ça, pour rien. Formuler des traits d'esprit, juste pour la beauté d'esprit, juste pour la beauté du style et l'amour des mots. Aborder mes doutes, mes lectures et mes enseignements. Construire une sorte de carnet de bord où l'on trouve quelques réflexions du quotidien, comme la grandeur de la pensée qui est le propre de l'homme, ou encore de la nature du temps qui passe et s'en va, sans aucune conscience ni aucun regard sur ceux qui le vivent. Cela peut se résumer en quelques lignes ou s'inscrire sur plusieurs pages. L'idée est de donner un bref aperçu comme une esquisse de vie d'un trentenaire ordinaire qui réfléchit sans cesse sur le monde, sur sa place dans cet espace et sur la vraisemblance de chaque chose. Un pessimisme lucide. Même si je commençais à croire à un futur personnel couronné de quelques réussites, je demeurais inlassablement pessimiste sur l'avenir du monde. Il ne s'agit pas d'un pessimisme fan, négatif ou déprimé, mais plutôt d'une forme de réalisme lucide qui constate que le mal l'emporte trop souvent sur le bien. Pourtant, sans le vouloir véritablement, je pense constamment à l'avenir. Pour citer Woody Allen, l'avenir est la seule chose qui m'intéresse, car je compte bien y passer les prochaines années. Bien que je sois un jeune adulte qui devrait être habité par le moment présent, les songes, ma vision de l'avenir en demeure inconditionnellement sombre. De fait, je ne crois pas en l'utopie d'une humanité heureuse et fraternelle. Au contraire, je vois avec tristesse la démesure de l'homme dans tout ce qu'il entreprend. Je vois l'érosion de la biodiversité qui s'accélère. Je vois le déclin de notre société qui, par sa nature, se matérialise. Je vois une minorité agissante, guidée par la foi et tuée au nom d'un Dieu. Je vois encore l'être humain qui se multiplie, s'appauvrit, se divise sans cesse et sans relâche. Je ne me sens pourtant responsable de rien. Je ne suis qu'un observateur de passage, une goutte d'eau dans le grand océan. Je sais que cette situation peut apparaître anodine en comparaison de nos grands-parents qui, pour vivre, ont dû choisir entre Hitler et Staline. Cependant, je me rends compte des défis qu'il faudra affronter et ne peux imaginer ce qu'on risque de devoir vivre. Et un dernier. Comédienne, elle aussi, cantatrice, poète. Elle est la nièce du peintre Aimé Rapin, qui est plus connu qu'elle, parce qu'elle était née sans bras, et elle a été très célèbre pour ses tableaux peints avec les pieds. Alors, Simone, elle, a joué l'Annonce faite à Marie de Claudel, rien que ça. Elle a organisé des échanges musicaux entre la France et l'Autriche, et en tant que poète, elle a été maintes fois primée dans tous les pays francophones. Alors voici justement un poème sur Shakespeare du point de vue des acteurs. Sa pensée, ne l'atteignons-nous pas en la joue parlée, au point qu'aimant toujours les masques et leurs chances, pour le jeu d'y jouer, elle rentre en leur danse. Soit un acteur, Shakespeare, un soir illuminé du génie dont tu sus la transe de chanter, et qu'il glisse en tes vers le mirage de l'eau, des collines en marche au service du beau, et l'arrêt tant du cœur, entre les mots qui virent en astres parmi nous invités à sourire. Et nous voilà certains de ta grâce présente, sous la cape ou le froc qu'à nouveau tu choisis, du figurant sans feu que sa maigreur trahit, mais qui, pour un instant, dupera toute attente, lui-même inconscient de ta grâce présente. Tous hommages rendus aux acteurs, ces miroirs à ton souffle tendu, la rivière à l'entracte éternise tes pièges, le songe et le réel à bout de sortilège, où l'œuvre est infinie, quel boomerang de vie. Voilà. Et je passe la parole à Eliane Werner. Où est-ce qu'elle est mon Eliane? Ah ouais. Avec elle, ma croyance. Pourtant, j'ai toujours aimé les églises. Et pas uniquement parce qu'elles sont vives.
Dans les halls de gare, c'est pareil. J'ai constamment chéri ces lieux et maintenant plus encore. Population en partance, en mouvance, en quête, égarée, isolée, semblable à moi. Population pressée, sans but. Aller venir, observer, fureter, fouiner, inspecter, scruter, traquer. Coup d'œil furtif, échanges troubles, passades louches, populations à la sauvette. Et ce mélange, odeur, couleur, rythme, vêtements, peau, douleur, tristesse mal collée, mal ficelée, qui pend d'entrouvertes béantes, bras de palante. Pauvre chagrin définitivement plus lourd que ces valises en carton fermant mal, maigres valises d'autrefois scotchées de partout. Compassion pour ces airs accablés venus, d'ailleurs venus et de nulle part. Cherchant quoi, allant tout, je les aime. Ici, les gens ne font que passer, ombres errantes fugitives à l'identité flasque, n'attendant rien, n'espérant rien. Et moi, ici, ça me convient parfaitement, parce qu'après le vertige des corps, j'expérimente celui des visages. J'arrête, j'interpelle. Pardon, s'il vous plaît, une seconde, votre visage. En réalité, ce sont des heures que je passe là à explorer, exploiter, épier, détailler le grain de la peau, les ridules, la vénule. La tension imperceptible, la fatigue, le cerne révélateur, le gonflement, le renflement, le bombement, les irrégularités, la tache minuscule, le poil disgracieux, le moiré, la matité, le brillant, la fragilité, le tremblé qui trahit, la gaieté, la dureté, la raideur, l'âge comme la fraîcheur, on peut tout déchiffrer, tout déceler, tout comprendre, tout inventer. Fixer là, figer le temps. Mettre sur pied une histoire des histoires, 100 000 vies, puis entrer, m'absorber dans les visages des autres, mes semblables. Les dévisager, oui, leur enlever les visages, masques, un instant seulement. Les détacher et délicatement les emporter. Ce vertige à la folie, cette folie de l'impossible. Un instant, un seul, et à nouveau l'exaltation, le tournis de l'ivresse, l'éblouissement jusqu'à l'extrême. Puis l'égarement, et à nouveau la peur, et à nouveau demeurer là, frissonnante au coin de la rue. À espérer quoi? À attendre qui? Vous? Moi? À nous attendre. Dans le fond, c'est vrai, qu'est-ce que je sais de vous? Je ne vous ai pourtant pas inventé. Dehors, il y avait le vert et le gris, le bleu et le blanc, le noir et le triste, le caillou et les pentes tourmentées. Dedans, il y a l'ocre et le rouge, le blanc et le brun, la lumière et la lumière, l'immensité et les gamineries, et les ombres, la croix et la plus nue, presque espiègle. Il faut s'asseoir, cela aidera la digestion. La forêt. Y aura-t-il assez de chandelles pour tous ces candélabres, pour toute cette nuit en vitrail? Lumière et lumière, alors que rôdent les myrtes au Golgotha. La maigreur tend les bras, là aussi, sur l'étai des pieds courbes. Ici encore les ombres offrent leur prière, puisqu'il y a décidément lumière. Ah, que je voudrais que ça arrive à tous les écrabouillés de ma terre, à tous ceux qu'on enferme dans la pensée unique, électronique. Mais nous n'avons pas d'ange pour nous libérer, parce que nous dormons. Au fond des couloirs sombres et innombrables, si tu ouvres les mirettes, tu verras que perce une croix infinitésimale. Bel Altaïr. Mais l'annonce de liberté est immense. Elle tend ses bras démesurés aux dormants, aux résignés. Debout les livres. Éclate le livre et la parole.
cette parole qu'on interdit dans les contrées de dictature. Les humbles se savent bien heureux, les riches devront s'écraser. C'est la première fois qu'une petite sait qu'elle peut se couronner, parce qu'il y a celui qui se penche vers elle. Elle peut se proclamer au service, parce que la servitude en a pris un sale coup. C'est pourquoi ils ont hâte de brûler les livres et les femmes. Vous savez peut-être qu'elle a créé Aspasie, cette association qui défend les travailleurs et travailleuses du sexe, à Genève et à Lyon. Et elle constituait des... L'arroseur arrosé. Elle constituait des dossiers qu'elle tirait sur sa fameuse photocopieuse. Et puis elle faisait partie de la Société genevoise des écrivains, dont je fais partie aussi, accessoirement. Et quand elle arrivait, il y avait ces messieurs qui frétillaient, c'était très drôle à voir. Je l'avais même une fois invitée en classe, c'est vous dire. Non sans mal vis-à-vis de ma direction, mais ça avait passé. En honneur à Griselide Israël, je vais vous lire un texte érotique qui s'appelle « Le dire au subjonctif imparfait ». Ça y est, c'est assez fort? Je rêvais que vous surgissiez, de toutes me distinguassiez, en prince charmant vous vinciez, gentiment me séduisissiez, de bijoux me couvrissiez, de fourrure me vêtissiez, et peut-être vous m'aimassiez. J'aurais aussi souhaité que de désir vous tremblassiez, mon corsage dégrafassiez, ma robe déboutonnassiez, que vous me déculottassiez, vos mains sur moi baladassiez, l'oreille me mâchouillassiez, ma poitrine vous palpassiez, mes jolis tétons tétassiez, mes aréoles l'empassiez, fougueusement m'enlaçassiez, sur le lit me renversassiez, mon corps vous allongeassiez, du vôtre le surplombassiez, votre membre dégainassiez, mes flancs éperonnassiez, dans mes replis me flairassiez, avec vigueur me léchassiez, tous mes sens exacerbassiez, afin que vous frétillassiez, finalement vous bandassiez, le mont de Vénus gravissiez, de votre vie me pénétrassiez, toute la nuit me tringlassiez, pour qu'à la fin nous jouissions, que nous nous enivrassions et que nous nous transcendassions. J'aurais consenti à ce que mes faveurs je vous accordasse. Devant vous je me déhanchasse, lascivement me trémoussasse, afin que je vous enjôlasse. Pour vos mains, mes reins, je cambrasse, lentement je me dénudasse, mes intimités dévoilasse, votre baguette décachetasse, puis que goulûment la gobasse, de votre sperme ruisselasse, de votre odeur je m'imprégnasse, votre plaisir je cultivasse, mille choses vous racontasse, et vos exploits je célébrasse. Il aurait suffi, ô cher homme, que très fort vous le voulussiez, qu'une relation proposassiez pour que de joie je rayonnasse et dans vos bras je me jetasse, mélodie d'amour je chantasse. Mais dans votre monde figé, il était hautement improbable qu'aux règles vous contrevinssiez, que vous vous en libérassiez, que soudain vous acceptassiez qu'autre chose nous vécussions. Dans votre monde où tout s'achète, vous vouliez que je me vendisse, que dans votre main je mangeasse.
que ma vie ainsi je gagnasse. Je devais rester à ma place. J'aurais aimé que je vous plusse. Souhaitais que vous me plussiez. Qu'enfin, vous et moi, nous plussions. Il aurait fallu bien des choses. Que l'armure nous fordissions. Les contrevenants tordissions. Il aurait été bon, ma foi, qu'ensemble nous projetassions un avenir de subversion où les choses eussent pu changer et que nous supputassions les possibles d'une passion. Il aurait fallu que je susse, que toutes les règles connussent, que les conséquences prévissent, que bien moins naïve ne fussent. Il serait triste que je dusse regretter fort notre rencontre. Il était temps que je rompisse les souvenirs au rebut miss, à jamais congé de vous prisse, et qu'une autre vie je vécusse. C'est, comme on sait, l'une des plumes les plus remarquables du XXe siècle, et on ne sort pas indemne de son univers complexe. Il est poète, il est narrateur, il est essayiste, et il n'a pas hésité à écrire « Je suis un dieu, car je peux créer la vie ». Et la formule en gaélique qu'on lit sur sa tombe signifie « Il ne faut pas avoir peur ». Donc ce n'est pas un homme qui avait peur. Alors il a passé la plus grande partie de son existence à Buenos Aires, mais il a été à Genève au collège, et il a décidé d'y finir sa vie. Et il lui a adressé une véritable déclaration d'amour. De toutes les villes du monde, de toutes les patries intimes qu'un jeune homme cherche à mériter au cours de ses voyages, Genève me semble la plus propice au bonheur. À la différence d'autres villes, Genève est sans emphase. Paris n'ignore pas qu'il est Paris. Londres, la bienséante, sait qu'elle est Londres. Genève sait à peine qu'elle est Genève. Les grandes ombres de Calvin, de Rousseau, d'Amiel, de Ferdinand Hodler sont bien présentes, mais personne ne les rappelle aux voyageurs. Genève, un peu comme le Japon, s'est renouvelée sans perdre son âme. Les ruelles montagnardes de la vieille ville perdurent, comme perdurent les cloches et les fontaines. Je sais que je reviendrai toujours à Genève, peut-être même après la mort de mon corps. Alors peut-être que Borges est là avec nous pour écouter Olivier Dutoit. Officiel, on sera 8 auteurs de prose officiellement invités à Soleure à la fin du mois de mai. Tout à fait. Et si tu peux parler plus fort? Oui, madame. Alors, son corps se recomposa par couches successives. Il voulut ouvrir les yeux, mais il était borgne. De son œil valide, il vit soudain une sorte d'obus s'abattre à l'endroit même de son œil éteint. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait que subir. Un amas de poils pointus, cette fois il avait pu le discerner, s'abattit une deuxième fois et Édouard, tandis qu'on s'acharnait sur son œil mort, put miraculeusement revoir les deux yeux. Après quelques attaques consécutives, l'énorme pinceau s'arrêta net, disparut et, à la place, Édouard vit s'approcher l'œil et le sourcil d'un regard effrayant. Puis le regard recula et se transforma en un énorme visage barbu à monocle qui, au loin, paraissait méditer. Dans le reflet du miroir accroché au-dessus de la cheminée, Édouard vit alors avec stupéfaction qu'il faisait partie d'un tableau. Et le vieil homme en train de réfléchir, car il connaissait le visage de tous les peintres célèbres, n'était autre qu'Auguste Renoir. Le Renoir pourtant mort en 1919. En train de le peindre, lui, Édouard, dans le lit avec la belle de l'an 2000. Ils étaient dans la même position que lorsqu'il avait fermé les yeux. Renoir avait parfaitement rendu la luminosité de la chevelure rousse coulant sur les draps. Il y avait ajouté une fleur jaune. C'était incroyable. Tout le mobilier avait changé pour se retrouver tel qu'en 1899,
année où Renoir était passé sur les rives du Léman. Voilà, c'est un extrait. Né en 1917, mort en 2010, poète, essayiste, chroniqueur, scénariste, est mort à Lausanne. Mais on a quand même installé ses cendres à Genève, où il a vécu depuis l'âge de 9 ans, et dont il était, comme Borges, amoureux. D'origine grecque, né à Céphalonie, il est l'auteur d'une œuvre considérable, une centaine de volumes, et c'est surtout par les chroniques qu'il s'est fait connaître du grand public, notamment par l'évocation intime de certaines rues du quartier de Plainpalais. Il a aussi collaboré avec la télévision romande. C'était un homme très sensible, observateur minutieux de la vie quotidienne. Il aimait les petites gens, très hostile aux universitaires, et il vivait dans ce qu'il appelait l'état de poésie. Alors, normalement j'ai 2 testaments de lui que je voulais vous lire, mais je vous en lirai qu'un seul, parce qu'il faut un petit peu accélérer le mouvement. Voici testament numéro 2 dans la blessure essentielle. Je mourrai divisé, mécontent, sans espoir. Je lègue à mes enfants un immense devoir. Reprendre pied, revivre, achever chaque soir la tâche du matin. Donner enfin aux autres une eau plus douce à boire. Je lègue à mes enfants un sinistre miroir, qu'en souvenir de moi, ils voudront bien briser, afin que les morceaux reforment cette étoile qu'en naissant, j'ai trahi, et que ma mort doit rendre à son éclat premier. Je lègue à mes enfants un impérieux devoir, ne pas désespérer. Oui. Le voilà. On a dit que... Je vais vous lire un poème extrait du recueil paru en 2020, une calligraphie pour guérir. Les oiseaux de Berlin. Regarde, ces oiseaux volent sans connaître le mur. Alexanderplatz, poème de Brecht. Je suis sur les traces de notre histoire ratée. Un Berlinois m'apprend le sens du mot liberté. Palais des larmes, ancienne gare, séparation, ligne de démarcation. Je suis comme toi, Allemand, homme de chair et de sang. Frère de l'Est, qu'ai-je fait pour être familier de tes rêves? Rien. Je suis l'asprey à bicyclette. L'air porte un message de souffrance apaisée. Tu bâtis le Berlin de demain côté soleil. Ampelmann traverse des murs d'autodérision, d'autocritique, frontière de l'absurde. Le mur, protection contre le fascisme, le capitalisme. Qui est le vainqueur à sa chute? Dans le fleuve jusqu'au cou. Tu pars sans veste ni bonnet, laissant ouvert l'appartement. Dehors, il neige abondamment. Tu marches dans des rues désertes. Tes pas te guident sur les berges, tout près du pont de la machine. L'air te pique dans les narines. La laine sort en fumée blanche. Tu mugises à tous les hommes un appel qu'ils n'entendent pas. Avance dans des eaux glacées, va dans le fleuve jusqu'au cou. Trébuche, tombe dans le Rhône. L'eau prend tout ton corps, gonfle tes habits. Tu n'as pas peur, tu n'as pas mal. Des bas-fonds, tu entends des sons étouffés, ralentis, lointains. Tes poumons se remplissent d'eau. Tu marches sur un fond vaseux. Butes sur un obstacle, un objet et toutes sortes de déchets. Tu tâtonnes les yeux ouverts des obus hispano-suiza, un wagon de tramway, des cadres de vélo. Le Rhône conserve des vies. Tu aperçois un premier corps, l'ado Bartholomé Tessia, noyé, torturé à 15 ans, crime d'homosexualité.
Tu baisses les yeux sur les fonds. Non, ce ne sont pas de gros cailloux, mais des visages. Pas de la vase, mais des corps jeunes, des corps mûrs. Tu veux crier, c'est illusoire. Tu découvres des fusillés. Novembre 1932, on tire sur des ouvriers. Crise, montée du fascisme. As-tu pu vivre sans savoir? Là de lutter, tu desserres les doigts. Le courant s'empare de toi. Tu te réveilles en sursaut. Mauvais rêve. Sur les traces des squats des années 1990, où a vécu ma fille, que je prénomme ici Galia, et des communes avec un K des années 70 où j'ai vécu moi-même. Ici, derrière ce mur ancien, dont on voit un peu les pierres, entre 1996 et 2008, il y avait un grand squat autogéré d'ateliers d'artistes formé par le collectif des Amis de l'Art à Artamis. Alors voilà le texte que j'ai écrit en 2015. Il est dépassé. Cela avait commencé par une occupation, non pas d'une maison, mais d'une place, le bourg de Four, entre le palais de justice, le poste de police de la vieille ville, le fantôme de la prison Saint-Antoine, tout près des lieux de pouvoir, des administrations et des canons. Des meubles de salon, des lits de camp, des couvertures avaient jonché le sol de la place durant plusieurs jours. Galia n'était pas dans le coup, mais Karl, le fils d'amis très proches, trônait dans un fauteuil, prenait parfois le micro pour haranguer la foule ou pour jouer un morceau de guitare de sa composition. Car il était artiste, comme tous les occupants, furieux d'avoir été chassé des services industriels, réclamant tout le terrain, tous les locaux pour peindre, dessiner, jouer, filmer, écrire, fumer des joints, boire des verres dans des bistrots pas chers et relax. Après 3 jours d'occupation surréaliste, dixit Karl 20 ans plus tard, le collectif des Amis de l'Art avait gagné le droit de retourner sur le territoire des SI entre le boulevard Saint-Georges et le quai du Rhône. Un campement s'était monté avec des planches et des tentes. Les garages et autres locaux en dur avaient tout de suite trouvé preneur. Et durant 12 ans, ce terrain vague de la jonction est resté le lieu de rendez-vous des alternatifs. Avec ses sombres figures graffitées sur les murs, sa boue, ses flots de bière, ses trafics louches, ses bagarres enfumées et les sons féroces sortant des bars, Artamis avait mauvaise réputation et y tenait. Peu de bourges s'y aventuraient, sauf au théâtre du Galpon où des troupes se dépassaient. À la sortie, on pouvait encore s'encanailler au bar de Karl, le Pygmée, devenu avec le temps le Piment Rouge. Un sous-collectif d'architectes, d'artistes et de jardiniers de Cocagne et autres entrepreneurs utopistes, il l'avait nommé « Pour que pousse le coquelicot », il rêva un nouveau quartier écologique et autogéré qui pousserait sur les ruines d'Artamis. La politique, la pollution, le lobby immobilier ont quelque peu défiguré le rêve du coquelicot initial. Mais actuellement, donc j'écris en 2015, le quartier se réalise. Et j'y ai réservé un appartement dans l'immeuble de la CODA, la coopérative d'habitation associative. Là. Galia en avait d'abord voulu à la CODA, qui bâtit sur les ruines des utopies. Mais de plus en plus d'anciens squatters et communards s'entêtent à revendiquer des modes de vie plus conviviaux et plutôt que de mourir seuls,
investissent les possibilités de la réalité actuelle. Sur ce terrain industriel pollué durant 2 siècles, avec de l'amiante, du cyanure, des hydrocarbures, des métaux lourds, des goudrons, dont l'élimination nécessita 4 ans de travaux, où explosa l'usine à gaz le 23 août 1909, causant la mort d'une dizaine d'ouvriers, sur les ruines de 12 ans d'occupation sauvage d'Artamis, après d'innombrables négociations, retards, reprises, arrêts, après une ironique fête du trou en 2012, quand les logements auraient dû être inaugurés, dans un gigantesque immeuble de 11 étages aux appartements calculés au plus juste, je revivrai enfin vers 2020 dans une habitation communautaire. Alors j'étais un peu pessimiste en 2015, mais depuis 2018, je vis dans cet immeuble de la Coda, une très belle expérience, et je suis prête à vous faire visiter la maison après la raclette si vous le désirez. Bravo. 1880, mort en 1942, qui est un des plus grands écrivains du XXe siècle. Son roman inachevé, L'homme sans qualité, est un texte fondateur. Jacotet, qui l'a traduit, dit de lui qu'il était partagé entre la fascination pour la science, pour la rationalité, pour la poésie et même la mystique. Il a vécu principalement en Autriche et en Allemagne, mais interdit de publication par les nazis, il a été obligé de se réfugier en Suisse, où il a mené pendant quelques années une existence précaire, d'abord à Zurich, puis à Genève, où il est mort en avril 1942 dans une indifférence totale, totalement ignorée par tout le monde. Et il y a même une chose affreuse, il est allé demander le secours du richissime Bodmer à la fondation Colonie, qui lui a refusé toute aide en disant « vous n'aimez pas Goethe, alors je ne vous plaisez pas ». Et maintenant, comble de l'ironie, il y a la statue... Pour quelle raison il l'a refusé? Parce qu'il n'aimait pas Goethe. Il a dit « toute ma vie, j'ai essayé d'être l'anti-Goethe ». Alors Bodmer lui a dit un coup de pied. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à la Fondation Bodmer, vous avez la statue de Musil. Et de la même façon, la ville de Genève a cru astucieux de faire un cénotaphe à la mémoire de Musil, qui n'a pas du tout été enterré ici. Ses cendres ont été jetées au bord du Salève. Je crois qu'il y avait 7 personnes à son, je ne dis pas son ensevelissement, puis ce n'était pas un ensevelissement. Mais bon. Voilà, donc c'est un peu là, on se donne assez facilement de la gloriole pour avoir accueilli Musil d'une manière dont on devrait avoir honte. Alors, voici un texte tiré de sa pièce Les Exaltés. Tous ceux qui suivent une route balisée te sont hostiles. À toi qui ne peux suivre que la route de l'esprit, l'itinéraire incertain des vagabonds. N'empêche que tu es des leurs d'une façon ou d'une autre. Quand ils te dévisageront sévèrement, ne dis rien. Reste calme. Terre-toi dans ta propre peau. S'il y a quelqu'un qui soit un rêveur, c'est moi. Les rêveurs paraissent insensibles. Ils cheminent de par le monde, ils regardent faire les gens qui se sentent chez eux dans le monde. Et ils portent en eux quelque chose que ces gens-là ne devinent jamais. Une chute dans l'abîme à chaque instant, à travers tout, sans périr. L'état de création. Ça ressemble un peu à ce que disait Ludwig Rode. Voilà, et je donne la parole à Jean-Luc Fornelli. Bizarrement, aujourd'hui nous sommes dans un cimetière qui est plutôt synonyme de terre. Hein, et moi j'avais envie de parler de la mer plutôt, et de vous parler plus particulièrement d'une baleine. Et oui, les voix du poète sont impénétrables, pas comme Griselidis Réal. Alors, la poésie de la baleine au régime. Comment ça, grosse? Grosse toi-même? Je suis forte de constitution, je bouge tout le temps, fais beaucoup de natation, de cardio, du saut,
ne mange que du hareng, du lançon, du maquereau, des crustacés, du plancton, du caplan, du krill, que des oméga 3. Sur mer, je fais du yoga. Qu'est-ce que c'est que ce diktat de la ligne imposé par baleine actuelle, baleine d'aujourd'hui, baleineat, vague. Toute cette presse balénine, c'est assez. Sans jeu de mots. C'en est trop. Ces algues de chou, n'importe quoi. Je pète la forme, moi. Une fois seulement, j'avais pris 80 kilos. Un 31. J'avais forcé sur le saumon. Je n'arrivais plus à enfiler mon string. J'ai fait 2 fois la traversée de l'Atlantique en solitaire. Aller-retour. 5330 km x 4 égale 21 320 km. Et c'était bon. Je rentrais de nouveau dans mon maillot. Sans forcer. Ouh, mais je dois vous quitter vite fait. Je vois un navire-usine qui bat pavillon japonais. L'enfer des mers. Une sorte de camp de concentration flottant pour marins mammifères et autres innocents poissons. Ça sent le nippon. Pour nous, c'est comme le sapin pour vous. Ça sent pas bon. Ouh, viens Moby Dick, on met les voiles maintenant. On passera par Saint-Laurent, m'acheter un nouveau maillot. Le mien est trop grand. Tu me l'offres? Oh, que c'est gentil. Je t'aime, mon petit cachalot en miel. Je t'aime, Moby. Je l'ai draguée toute la soirée. Mes plus beaux filaments pour elle ont sensuellement dansé. La méduse âme sœur, je croyais l'avoir trouvée. Elle ne pipait mot, moi, ça m'excitait. Jusqu'au moment critique, la révélation pathétique. C'était un sac plastique. Surtout connu parce qu'il a inventé la rythmique, est un personnage à multiples facettes et entre autres, c'est un écrivain. Mais avant de dire qu'il est écrivain, il faut rappeler une chose qui est trop peu connue à Genève. Il a joué un rôle décisif dans l'évolution des arts de la scène au XXe siècle par le théâtre expérimental qu'il a dirigé à Hellerau dans l'est de l'Allemagne, expérience qui a été interrompue par la Première Guerre mondiale, mais qui a durablement influencé, je vous cite que les meilleurs dans une liste de noms qui pourraient ne jamais en finir, Paul Claudel, Bernard Shaw, Georges Pitoev, Stanislavski, Max Reinhardt, Serge Diaghilev, Adolphe Appia, Marie Wickman, Marie Rambert et bien d'autres. Alors vous voyez, c'est la décoration, l'éclairage, la mise en scène de théâtre, le langage de la danse, tout ça est grandement redevable à cette expérience de Dalcroze. Mais à part ça, il était aussi, tout simplement, un poète humoristique, assez charmant, et parmi de nombreux textes, je vous en cite juste un pour conclure notre promenade, le calme. On est calme. C'est le climat, c'est Calvin, la température, c'est dans le sang couleur d'orgeat. Que voulez-vous? C'est la nature. Regardez un méridional, il est chaud, palpitant de vie. On a dans la froide Helvétie pas pour un sou d'esprit vital. On reste calme, tout à fait calme. Pour le calme, on a la palme. Parce que chez nous, de père en fils, en tout endroit, à tout moment, de l'enfance au déprofundis, par l'effet du tempérament, on est calme, excessivement calme, tout à fait calme. Les injustices de la société avec une écriture incisive, dont je vais vous donner un exemple tiré de Sans alcool. C'était une femme, ou plutôt un visage, car sous une chevelure coque de roche qui le surmontait comme un casque de feu, la femme qui venait d'entrer arborait un visage.
Elle en possédait même un deuxième, dessiné et peint par-dessus le premier, à la manière d'un portrait longuement prémédité et composé, ajusté tant bien que mal sur le premier, sans lui correspondre exactement. C'est ainsi que par-dessus sa vraie bouche était dessinée et coloriée en rouge violacé une deuxième bouche qui débordait sur le tracé de la première, s'épaississait entre le nez et le menton, se prolongeait jusqu'au creux des joues. Et il en était de même de ses sourcils, dont elle avait décidé une seconde version au-dessus des vrais, qui certes étaient rasés et épilés et même enduits de crème et de poudre afin qu'on ne crût qu'au tracé fictif, mais qui laissaient cependant transparaître par une ombre suspecte leur existence sacrifiée. Ses yeux très bleus nageaient dans une vaste étendue de bleu plus foncé, bien délayé et étalé tout autour, disposé en larges mares irrégulières. Le nez seul n'avait pas pu être réinventé. Il était là, très large, épaté, exhibant des ouvertures béantes creusées dans la chair épaisse des narines. Peut-être avait-elle tenté d'accorder tout son visage à ce nez, de le mettre ainsi, pour ainsi dire, à son échelle. L'effet de cette composition en 3 couleurs était extraordinaire. À côté des visages qui l'entouraient, simples signes inscrits sur un banal schéma 50 fois répété, le sien seul semblait doué d'existence. Le sien seul, à force d'être faux, était vrai. Alors, et maintenant, le dernier poète de notre groupe d'aujourd'hui, c'est Marie-Josée Astre. Où est-ce qu'elle est ? Là, voilà. Ben moi, je suis assez émue, je dois dire, parce que franchement, je ne connaissais pas Alice Riva. J'avais entendu son nom, mais je ne l'avais pas lu. Alors, grâce à cette organisation, je suis vraiment très très émue, parce qu'en plus, je ne savais pas, elle a passé sa carrière au BIT, et j'ai passé ma carrière à l'ONU, enfin une bonne partie, et j'ai découvert, en fait, je vais quand même explorer, parce que j'ai découvert que le BIT, quelque part, ne l'avait même pas reconnu, c'est-à-dire il n'y a rien. Alors je me suis promis qu'à mon prochain passage à l'ONU, j'allais aller voir à la bibliothèque si au moins ils avaient certains de ses ouvrages. Parce que, en fait, ce que j'ai découvert, c'est assez remarquable. Donc je trouve intéressant. Bon, ça montre aussi, Huguette sait à quel point je fais partie, on va dire, de ce qu'on appelle des féministes, même si je ne vois pas pourquoi vous donner un nom à cette chose-là. Mais on voit bien ici d'ailleurs le peu de femmes qu'il y a. C'est bien qu'on en ait quand même identifié 2 ou 3 pour cette balade. Mais voilà, je ne pouvais pas commencer sans dire ça parce que ça me paraît être essentiel. Alors, pour moi, Huguette m'a demandé de lire quelque chose que j'avais écrit bien avant de connaître Huguette, et vous allez voir pourquoi, et qui a été publié dans le livre que j'ai publié chez Huguette, qui s'appelle Genève et moi. Mais c'est un texte que j'avais connu, je ne la connaissais pas, vous allez voir. Donc ça s'appelle Hanté, c'est Cimetière des rois. Huguette Junot a proposé des lectures sur les tombes d'écrivains ou personnages célèbres. Huguette, c'est une locale merveilleuse, une originelle originale, insaisissable, inclassable. Huguette, je la connais peu à titre personnel et je me garde de l'approcher davantage car j'aime trop ce qu'elle est dans mon imaginaire. J'arrive boulevard Saint-Georges, je passe les grilles d'un enclos que je n'avais jamais remarqué. Ma première impression est un désenchantement. Ce lieu me semble hésiter entre terrain vague et parc de centre-ville. Je suis en avant, je flâne dans les allées, les tombes affichent pour la plupart un air d'abandon qui m'étonne. De nombreuses stèles sont en train de s'écrouler, très peu sont fleuries. Alors après, j'ai 2 commentaires sur des tombes devant lesquelles on s'est arrêté aujourd'hui, même si la première on ne l'a pas commentée et elle a changé depuis, mais je trouve ça très intéressant. Hein. Ça c'était écrit au moment où tu as fait la première balade, c'était quelle année ? 2017. Voilà. Et en fait, c'était un moment où je faisais des textes sur Genève dans des ateliers d'écriture et puis ils sont devenus un livre. Le premier, c'était à côté de la tombe, je ne sais plus qui en a lu là, mais il y a un architecte. Un architecte repose sous une dalle brisée en 2 et de guingois. Une colonne de plusieurs mètres a été dressée à la gloire d'un J.F. Baut, 1772-1837, par l'industrie reconnaissante. Un arbre immense s'y est adossé, s'y est imbriqué et il dépasse aujourd'hui l'obélisque de pierre comme une affirmation triomphante de la nature sur l'industrialisation. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais la plaque, elle y est plus. Donc c'est intéressant.
Après, il y a un lopin de terre fouillis et coloré attire mon œil vers le fond du parc. C'est le jour où j'ai découvert Griselidis Real, que je ne connaissais pas non plus. Parce que ce livre, en fait, est un hommage à Genève que je découvrais à ce moment-là. Et donc sur Griselidis, je veux dire un mot quand même. Griselidis repose sous un bouchon de champagne, un bracelet tressé en ficelle rose et verte, des fleurs fraîches, des bouquets en plastique, une bougie fondue dans une coupelle rouge. Qui a pu déposer ces objets incongrus dans cet endroit solennel, ex-client, admirateur de ses talents artistiques, féministe, haute péripatéticienne, au nom de quelle identité, de quelle tribu, de quel désir personnel, ces iconophiles, vaguement iconoclastes, célèbrent-ils cette femme? Et je dois rajouter aussi que le texte qu'a lu tout à l'heure Guillaume Chenevière m'a un peu ému parce qu'il nous fait rire, elle avait cette capacité à nous faire rire avec des situations immensément dramatiques. Hein. Devoir trouver quelqu'un pour 100 francs et s'en réjouir, je veux dire, il n'y a vraiment rien de drôle. Mais elle a réussi à faire de sa vie une œuvre d'art jusqu'à nous faire rire au-dessus de sa tombe pour des choses qui sont immensément bouleversantes en fait. Et puis ma dernière découverte ce jour-là, c'était au milieu d'un carré d'autres stèles, il y a Sergio Vieira di Mello, 1948-2003. Et cette inscription, l'intégration de tous les courants constitue le progrès de l'humanité. Sergio, c'est l'un de ces hommes qui justifient le mandat de l'ONU, qui en incarne les valeurs. Un vrai humanitaire qui préférait le travail risqué sur le terrain au confort paisible et vaguement scandaleux d'un bureau spacieux au siège. Je suis aussi fière à cet instant d'être onusienne que mal à l'aise en constatant qu'aucun des 40 autres membres du personnel qui ont été tués en même temps que Sergio Vieira di Mello dans l'attentat contre le bureau du haut-commissaire aux réfugiés à Bagdad n'est enseveli ici. Le petit personnel serait-il donc considéré comme moins méritant que les personnes qui les encadrent? La valeur de la vie des employés est-elle calculée en fonction de leur rémunération? Sergio aurait-il voulu être séparé de ses compagnons de route? Cela paraît improbable. L'Organisation des Nations Unies a-t-elle songé un seul instant à choisir un onusien inconnu sur le modèle du soldat inconnu, afin de le considérer comme le symbole universel de tous les héros du quotidien qui font l'honneur de la grande maison? J'en doute. Ces questionnements me hantent. Je rejoins Huguette et sa petite troupe. Je me laisse entraîner par la lecture des textes sans chercher à en comprendre le sens. Le mouvement du groupe de participants m'enveloppe, m'apaise, je suis bien. Merci. Et mes auteurs aussi, c'est une façon de transmettre la littérature. La littérature est éternelle, depuis Homère jusqu'au futur. Et de donner la parole à mes auteurs sur ces tombes, c'est montrer que la littérature continue et qu'elle continuera et qu'elle se transmet. Et c'est quelque chose, c'est une idée qui m'a beaucoup plu et que j'ai eu énormément de plaisir à réaliser. Ces balades ont eu un franc succès en 2017. On en refera une le 21 mai dans le cadre du Salon du Livre Hélas pas à l'Expo, mais éclaté. Et puis en septembre dans le cadre de Poésie en ville, parfaitement. Et c'est vraiment un plaisir, c'est un plaisir de vous voir là autour. On a été gâtés par le temps. Alors on va se diriger là-bas pour l'apéro, la vente des livres et le chapeau que tient Bruno. À tout à l'heure.